Mouben Abignon, que la paix soit avec vous. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour écouter ce direct qui était prévu à 17 heures. À 17h30 ce soir, un direct qui devait être direct citoyen, qui devait être consacré initialement à la diaspora camerounaise à travers un certain nombre de thèmes qui avaient été indiqués hier quand j'ai fait cette vidéo que vous avez bien voulu suivre, qui parlait entre autres de ces thèmes, évidemment les 5 thèmes qui allaient être abordés ce soir, qui seront abordés mercredi quand il sera 17h30, mais aussi des thèmes qui étaient liés à la technologie de la gabégie, la technologie de la corruption au plus haut niveau de l'État et la technologie aussi de cette façon de dépenser l'argent des Camerounais, c'est-à-dire l'argent public, l'argent de vous et moi, l'argent de cette transpiration des Camerounais dont on célèbre la résilience à longueur de discours et dont on n'arrive pas à traduire de manière très concrète dans leur vie les fruits et les bénéfices. Ce matin encore, je travaillais sur un dossier. Je travaillais sur un dossier qui concerne notre pays, le Cameroun. Un dossier qui concerne ceux qui dirigent le Cameroun. Un dossier qui concerne ceux qui ont la charge de veiller à ce que l'application de ces circulaires, comme celle du 24 juillet 2019 sur le cadrage du budget de l'État pour l'exercice 2020, veiller à ce que ce budget soit conforme aux prescriptions, soit conforme aux documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, à ce que ce budget soit conforme à la réduction de cette pauvreté qui est croissante dans notre pays depuis 20 ans. Ce dossier concernait quoi? Aujourd'hui, j'ai choisi de différer le sujet sur la diaspora pour parler de M. Franck Biya. C'est la deuxième fois que je parlerai de M. Franck Biya. Mais je ne parlerai pas de lui en tant qu'être humain ou en tant que personne, mais aussi parce que il est paré d'un certain nombre de privilèges, d'atouts et d'exceptions dans notre contexte camerounais. Et vous avez vu cette vidéo qui circule. J'y reviendrai de manière plus ample tout à l'heure, à travers des mots, des dates, des faits, des chiffres. Je voudrais saluer cette diaspora à travers le monde camerounais, celle du Gabon, Ngou, Hamza, mon frère, Abdelaziz Ngosso, des personnes qui tous les jours envoient des messages de soutien, des messages pour s'informer, des messages pour se renseigner sur la marche de notre pays. Yves et Bogo, Alain Fouda qui sont aux côtés des autres Camerounais au Gabon et qui animent à la fois la communauté et les activités là-bas. Je les salue. Quand je parlais de ce dossier, hier, je l'ai encore une fois interpellé avant d'aborder la question qui nous réunit ce soir, cette manipulation autour de la personne de M. Franck Biya. Il est parti au Cameroun, l'ambassadeur Nguini, l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire du Cameroun en France, parce que rappelé par le président de la République. C'est un rappel qui était dans le système camerounais, qui est aussi une sanction. Parce que dans la nomenclature, l'appel en consultation, le rappel ou un certain nombre d'usages diplomatiques ont chacune une spécificité. M. Nguini se trouve à ce moment au Cameroun, à l'hôtel Montphébé plus précisément. Mais quand je parle de M. Nguini, je parle d'une chose qui est encore plus choquante que ce dont j'ai parlé depuis tout ce temps, où nous nous occupons de la question des biens, meubles et immeubles de l'État du Cameroun à l'étranger. Il s'agit de quoi? Eh bien, là, la direction Europe du ministère des Relations extérieures, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le comité de gestion des biens de l'État à l'étranger, le ministère des Finances qui a la charge de la classification des biens meubles et immeubles, le ministère des Domaines qui a la charge de sa gestion et de son entretien, et la direction Europe du ministère des Relations extérieures qui vérifie et qui s'occupe des crédits qui sont alloués aux ambassadeurs. Et dans le cas d'espèce, M. Nguini, vous avez fait du domicile de votre secrétaire
une extension de votre résidence. Laquelle résidence est située dans le 16e arrondissement à Paris. Vous avez bénéficié de 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire 152 000 euros de crédit cette année pour votre logement. Et donc, vous avez fait de la résidence de votre secrétaire à Meudon l'extension. 100 millions de francs, monsieur Nguini, c'est beaucoup trop. Ce d'autant plus que, monsieur l'ambassadeur, ce crédit est épuisé. Ce crédit étant épuisé, il faut encore de l'argent. Il faut de l'argent pour payer un logement à plus de 6 000 euros par mois. Après que vous ayez habité à l'hôtel Le Collectionneur pour plus de 600 euros par jour, alors que nous avons une résidence à Saint-Maur-des-Fossés. Monsieur l'ambassadeur Nguini, cette situation, je vous en prie, doit être réglée. Au moment où, au Cameroun, des enfants meurent, les enfants n'ont pas la chance de vivre comme vos enfants. Les enfants n'auront pas la chance de vivre comme mon enfant, comme mes enfants. Les enfants n'auront pas la chance de vivre comme ces milliers de personnes qui nous regardent, qui me regardent à l'instant et qui m'écoutent. Monsieur Nguini, c'est trop. Notre pays en a marre. Les citoyens du Cameroun en ont marre de cette situation où vous dépensez de manière inconsidérée notre argent. Cette centaine de millions ne devait pas advenir. Vous avez un logement à Paris, un logement qui nous a coûté 3 milliards, 4 milliards en comptant l'équipement et l'entretien depuis 2008. Si la direction Europe de ce ministère des Relations extérieures se préoccupe de cela, c'est que la situation devient grave. La situation devient grave parce qu'au Cameroun, avec 100 millions de francs, dans les hôpitaux à Yaoundé, à Lakintini, à Douala et dans d'autres structures sur les 2387 formations hospitalières du Cameroun, il n'y aurait pas de problème, monsieur Nguini, de couveuse dans notre pays. Vous ne pouvez pas prendre 100 millions de nos francs, les consommer de manière inconsidérée, alors que l'exercice budgétaire 2020 n'est qu'à son début. Nous sommes en mai, donc 5 mois après le vote de la loi des finances 2020, qui doit faire l'objet d'une loi des finances rectificative ou d'une ordonnance du chef de l'État, une ordonnance pour réviser cette loi des finances à 4 951 milliards qui n'est plus conforme compte tenu de la crise pandémique du Covid-19. Je fais cette interpellation une fois de plus avant de parler de la question pour laquelle vous me faites l'honneur et le monde de votre temps. Je veux encore le répéter, monsieur Nguini. La résidence de Saint-Maur-des-Fossés, qui est habitée par monsieur Foula, le proche de monsieur Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. J'ai l'habitude de m'adresser directement à ceux qui sont concernés par les dossiers de notre pays. Vous, en l'occurrence, monsieur Nguini. Je le dis encore et je le répète, trop, c'est trop. Tous les jours, on remplit encore plus cette marmite camerounaise qui bouillonne. Cette marmite camerounaise qui va éclater, monsieur Nguini. Vous ne pouvez pas prendre 100 millions de francs, les utiliser de manière inconsidérée. Faire de la résidence, l'appartement de votre secrétaire, madame Inago, une extension de votre résidence, alors que vous bénéficiez d'une résidence. Vous bénéficiez d'une résidence pour laquelle nous payons 30 000 euros, 20 millions de francs CFA d'entretien. 20 millions de francs CFA. Cette situation doit s'arrêter. Il faudrait qu'à un moment, le Cameroun ressemble à d'autres pays vertueux sur le plan des finances publiques. Il faudrait qu'à un moment, le Cameroun ressemble de manière normale à des pays où un ambassadeur, quand il vient en poste comme vous en mai 2019, quand il rejoint son poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans le pays d'accréditation, en l'occurrence la France, puisse occuper le logement qui lui est dédié. C'est-à-dire que le comité de gestion des biens meubles et immeubles de l'État, à la présidence de la République, sous la responsabilité du secrétaire général de la présidence de la République, le ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières, le ministère des Finances et le ministère des Relations extérieures, dans ce capharnaüm camerounais, où chacun fait ce qu'il veut, où le directeur du cabinet civil peut faire payer
120 millions de francs, 180 000 euros comme M. Mvondo l'a fait en juin 2018, où le directeur du cabinet civil est libre de payer alors que ça ne lui incombe pas, alors qu'il n'en a pas les attributions, alors qu'il n'en a pas la responsabilité, en le faisant intuitif persona. Il faut que ces situations n'adviennent plus. Il faut que ces situations s'arrêtent au Cameroun. Nous avons marre de cette situation. Et quand je dis que nous avons marre, j'ai encore l'heure de parler avec beaucoup de calme. Parce qu'il y a d'autres Camerounais qui ne vous parlent pas avec beaucoup de calme, qui prennent des mesures et des décisions absolument graves, parce que quand ils portent le fer, ça suscite toutes sortes de tollés. Et quand nous avons l'occasion de nous adresser à vous, quand nous avons l'occasion de vous dire que nous ne pouvons plus accepter en tant que citoyens camerounais que d'abord le dispositif des biens meubles et immeubles de l'État, il doit être complètement audité, il doit être complètement mis sous la chape de la transparence, il doit être normal, et les Camerounais doivent le savoir. N'eût été cette crise du coronavirus, nous serions en Italie. En Italie, pourquoi? Et je l'avais dit depuis la fin de l'année dernière. En Italie se passe là-bas un autre scandale. Depuis 2014, la chancellerie qui était située à la rue Via Siracusa et l'immeuble, enfin le domaine de 3000 m² abritant la résidence de l'ambassadeur du Cameroun sont en complet délabrement. Depuis 2009, depuis 2008-2009. En 2014, des crédits ont été alloués pour la réhabilitation de ces deux bâtiments. Via Della Camelucia pour la résidence de l'ambassadeur et Via Siracusa pour la chancellerie. En 2014, 6 ans après, le Cameroun paye plus de 300 000 euros de loyer par an pour la nouvelle ambassade à la rue Via della Margherita en Italie et pour la résidence de l'ambassadeur Dominique Awana. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et à Paris, je l'ai encore dit hier, nous sommes à 22 propriétés de l'État du Cameroun recensées. 22 propriétés de l'État du Cameroun recensées. 22. Et parmi ces propriétés, il y en a qui appartiennent désormais à des Camerounais qui ont été diplomates, notamment des militaires, et qui ont accaparé ces biens-là. Comme je l'ai dit hier, nous poursuivons ce travail. Nous allons parler ce soir de la manipulation qui est à l'œuvre depuis quelque temps concernant M. Franck Biya. Quand je dis manipulation, c'est que nous savons un tout petit peu depuis de nombreuses années comment fonctionne notre pays. Les ballons d'essai, la presse de la Cité verte qui a les mêmes fautes à la une, et puis également un certain nombre de trolls sur les réseaux sociaux. On essaye de nous vendre depuis 1 an ce qui est la figure avancée des dessous d'une bataille entre la droite et la gauche du président Paul Biya. Sur la gauche du président Paul Biya, M. Motazé, M. Ayolo, M. Mebengo, très connu du grand public camerounais. Et sur sa droite, Mme Chantal Biya, M. Ngongo, M. Oswald Babouke. Sur la gauche, aujourd'hui, les fissures se sont faites entre M. Mebengo et M. Ayolo qui se sont distendus pour des raisons que nous commençons à comprendre, à mettre à jour, au jour, à porter au nu, pour des raisons qui étaient liées à des rapports, liés à des marchés qui étaient attribués à leurs épouses respectives. Entre M. Motazé et M. Mvondo Ayolo, les fissures se sont faites, dont le paroxysme était la bataille pour le contrôle de la ville de Saint-Mélima. Et sur la droite de M. Biya, avec Mme Chantal Biya, qui a à cœur de contrôler la succession de son mari,
à travers un certain nombre de personnalités, dont M. Ngongo et M. Babouké, qu'elle a aidé à devenir directeur adjoint du cabinet civil, et l'autre secrétaire général de la présidence de la République. Eh bien, entre ces deux pôles, il y a M. Franck Biya. Dans le pôle de gauche, ceux qui attendent la position de M. Franck Biya trépignent depuis des années. Ils trépignent depuis des années pour une raison simple. C'est que leurs ambitions qu'ils ont constituées, qu'ils ont organisées, pour laquelle ils ont constitué de formidables et de confortables cassettes financières, sont contrariées par, d'une part, la discrétion de M. Biya sur la question de son fils, et d'autre part, les signaux brouillés qu'envoie son propre fils. Parce que pour ceux qui sont sur sa gauche, dont j'ai évoqué les noms tout à l'heure, et bien évidemment, la constitution de cette cassette, de ces réseaux, de personnes qui sont sous leur coupole, des personnes qui leur doivent leur poste dans la haute administration, dans les services de sécurité au Cameroun, eh bien, il faudrait attendre le signal, le signe que fera le président de la République pour départager ces deux pôles que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, de plus en plus, ceux qui estiment qu'ils vont apprendre le travail à M. Franck Biya, qui est né en 1971 et donc qui bientôt est sur ses 50 ans, je ne sais pas si c'est à ce moment qu'on apprendrait du travail à un monsieur de 50 ans, sont aussi ceux qui se préparent pour exercer la fonction au cas où, passant par le contrôle du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au sein duquel il dispose déjà d'un certain nombre de réseaux ayant neutralisé des adversaires politiques. Mbengo en étant un des plus récents qui a creusé sa propre tombe à travers une affaire qui a fait grand bruit que nous avons révélée aux Camerounais depuis 2 ans, l'affaire des contrats MacForce, l'affaire des rétrocommissions de livraison d'armes au Cameroun par une entreprise française et un certain nombre d'intermédiaires internationaux. Il est mis de côté, tout au moins pour l'instant, puisqu'il est sous le coup d'une procédure judiciaire. Et dans le giron de gauche, également, il y en a, comme je le disais tout à l'heure, qui trépignent à l'idée de savoir si ce qui se passe, ce qui est en œuvre, va aboutir. On a vu cette vidéo avec M. Ghislain Déo, une vidéo qui date d'1 an, une vidéo où M. Franck Biya se rendait à des obsèques avec un cortège de près d'1 milliard de francs pièces. M. Franck Biya n'a pas de statut officiel au Cameroun. M. Franck Biya est le fils du président de la République. Nulle part dans l'organigramme de la présidence de la République ne figure fils du président de la République, de même titre que première dame, puisque c'est une coutume républicaine, le statut de première dame. Il n'y figure nulle part. Mais pourtant, à la vue de ce cortège, tout à l'heure j'ai évoqué le coût de ce que ça représente. On a au bas mot un gouverneur de région dans le nord-ouest-sud-ouest qui est protégé par des forces de défense et de sécurité pour les raisons qu'on sait. Quand on va à Bangwa, dans l'ouest du Cameroun, pour des obsèques, on n'a pas un cortège avec des véhicules pour un coût de plus d'1 milliard de francs. On n'a pas un cortège avec des véhicules qui sont constellés d'éléments de la garde présidentielle et de la sécurité présidentielle, vous attribuant littéralement, vous conférant littéralement une position de chef d'État. Quand c'est publié, quand c'est montré aux Camerounais de cette manière-là, les techniques de communication, les techniques de manipulation qui sont usitées, qui sont connues, qui sont éprouvées dans le monde, vous savez, dans nos pays africains, la question du charisme est conférée par un certain nombre d'attributs, d'images qu'on renvoie. La posture, la stature, forme de gestuelle, le décorum, et c'est cela le statut dans nos sociétés.
mettre dans la tête, inscrire dans la tête des Camerounais la présidentialité d'un fils de président par une stature, par une posture, un décorum, un dispositif. La presse s'y est déjà mise, puisque des unes sont barrées avec un certain nombre de supputations, mais aussi un jeu où les pour et contre se battent. Les pour et contre se battent pour nous indiquer la voie. Ceux qui ont prétendu que M. Franck Biya était conseiller du président de la République, nous voulons savoir quel est le document officiel. Le document officiel qui fait de lui un conseiller spécial ou autre. Parce que l'organisation de la présidence de la République, depuis très longtemps, est très claire, très précise. Évidemment, on peut avoir des visiteurs du soir. Évidemment, on peut avoir des conseillers de l'ombre. Mais quand les réaménagements du gouvernement, les remaniements ministériels sont faits, où l'organisation de la présidence est faite, les textes sont clairs en la matière. Le président, avec le cabinet civil, le secrétaire général, qui est l'administration présidentielle, qui dispose d'un certain nombre de personnels, des ministres, secrétaires généraux adjoints, des conseillers techniques dans des divisions, des attachés, des chargés de mission et un certain nombre de responsables de rang subalterne. Idem pour le cabinet civil. Nous voudrons savoir à quel niveau se situe la position de M. Franck Biya officiellement, comme l'ont été d'autres fils de chefs d'État sur le continent qui, de manière moins hypocrite, se sont avancés, qui, de manière moins hypocrite, se sont prononcés, qui, de manière moins hypocrite, ont placé leur fils. Nous voudrons, et ce sera intéressant, important de savoir. Sinon, le Cameroun, ce pays qui a été manipulé de manière constante par ce pays qu'on appelle la France, qui l'a administré sous le régime de la colonisation, alors même que nous étions sous mandat à partir de 1922 et sous tutelle en 1946, ce pays continue dans une culture, une technologie de la manipulation de masse, où on sertille dans l'esprit, au fil du temps, un certain nombre de choses qui sont consacrées in fine par le mécanisme de l'élection contrôlée, l'élection de validation, l'élection qui bénéficie au titulaire du poste parce que l'opposition écartelée, l'opposition atomisée joue le jeu du pouvoir. Monsieur Franck Biya, pour en parler, puisque ce sera le début ce soir d'une longue série sur ce qu'il constitue, ce qu'il représente et ce qu'il fait. Sur ce qu'il fait, quelques dates. 23 juillet 2000, 6 juillet 2001, 26 novembre 2004, octobre 2007. Avant octobre 2007, juillet 2005, avril 2015 plus récemment. Ces dates correspondent à des faits précis de l'implication de M. Franck Biya dans l'exploitation forestière au Cameroun. L'exploitation forestière au Cameroun est régie et organisée par des textes. Les textes du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, qui sont des textes qui complètent ceux de 1983, un décret d'août 1994 qui est en fait un décret d'application de cette loi. Et la forêt du Cameroun est un enjeu important. Est un enjeu non pas simplement pour le Cameroun, mais pour la planète. Puisque la forêt du Cameroun appartient à ce qu'on appelle, pour une grande partie, le bassin du Congo, qui regroupe 9 pays africains. 9 pays africains, le Congo, les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la République centrafricaine, le Cameroun lui-même, entre autres la Zambie. La Zambie est une partie du Gabon. Et ce bassin du Congo est important, pourquoi? Parce que dans
les 17 millions, près de 17 millions d'hectares de la forêt camerounaise, il y a la réserve du Dia, qui en 1984 est devenue une réserve à caractère, à intérêt mondial, autant pour moi, parce qu'elle a été désignée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette réserve du Dia aujourd'hui est amputée considérablement de sa superficie, au même titre que la superficie de l'ensemble de nos forêts. La superficie de l'ensemble de nos forêts a régressé de manière constante. L'Observatoire mondial des forêts, la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies, la FAO pour l'alimentation sont constants dans leur évaluation de la surface forestière au Cameroun. Constants aussi sur la dégradation de cette forêt, sa destruction de façon anarchique, illégale. Nous sommes partis au Cameroun de pratiquement 21 millions d'hectares en 1980. 21 millions d'hectares en 1980. Et nous sommes aujourd'hui à moins de 17 millions d'hectares. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1980 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en juillet 2000, une entreprise, ingénierie forestière qui appartient à M. Franck Biya, comme la société Azim, son partenaire, Azim Cheyad, qui est le plus grand exportateur de bois au Cameroun, libanais, consul général du Liban au Cameroun, se sont engagés dans des opérations d'exploitation. Dans des opérations d'exploitation qui, d'une part, entraient dans le cadre de la loi et d'autre part, se défaisaient allègrement de la loi. En se défaisant de la loi, il s'agit de quoi? Quand on organise un secteur comme celui de la forêt au Cameroun, par la loi du 20 janvier 1994 et les décrets subséquents de 20 août 1994, eh bien, l'attribution des unités forestières d'aménagement, les UFA, et des ventes à la coupe, c'est-à-dire que dans les forêts au Cameroun, il y a des ventes à la coupe, et l'attribution de ces permis est faite par adjudication. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'offres où les différentes entreprises viennent soumissionner et la meilleure offre technique et financière est retenue. Il se trouve que 3 UFA en 2000 ont été attribués à cette société qui appartient au fils du président de la République, Ingénierie forestière. Ingénierie forestière va être partenaire de la société forestière Azim. Azim, c'est qui? J'ai dit tout à l'heure qu'il était consul général du Liban au Cameroun. Monsieur Azim, c'est quelqu'un de très riche, de très fortuné. Et la technique de Monsieur Azim, c'est de sous-traiter auprès des généraux, auprès des ministres, auprès des hauts commis de l'État et auprès du fils du président de la République des concessions. Des concessions qui leur ont été attribuées par les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure. C'est-à-dire des mécanismes de gré à gré où la loi prévoit des attributions par adjudication. Des mécanismes de gré à gré où la loi est très claire sur l'attribution des permis de coupe et des ventes à la coupe. Monsieur Azim va exploiter à côté de Lomier, où il dispose de la société forestière Azim de Syrie de Lomier, comme la société forestière Azim de Ngambétikar, la société forestière Azim de Bonabéry, de Syrie. Mais M. Azim ne va pas se contenter de scier du bois. M. Azim, avec un permis dénommé 10-030 à Lomier, va travailler avec M. Jean-Marie Aléocole, alors secrétaire général du ministère de la Défense, puis secrétaire d'État du ministère de la Défense, chargé de la gendarmerie. Ils vont faire beaucoup d'argent. Ils vont se faire des couilles en or, comme on dit en français familier. Ils vont se faire cet argent aussi avec M. Franck Biya. C'est-à-dire que vous avez à Lomier, c'est dans l'est du Cameroun,
Vous avez en Gambé-Tikar, c'est dans le Mbam-Ekim, dans le centre du Cameroun. Vous avez à Lomé des forêts qui bordent la réserve du Dia, qui pâtit déjà des contre-coups du barrage de Mékine, qui pâtit déjà du contre-coup de l'attribution à la société Sud EVA Cameroun d'un pan de cette forêt qui est exploité et qui n'a plus le statut de réserve puisque les éléphants de forêt, les gorilles, les chimpanzés, tout cet écosystème est progressivement détruit par Ingénierie forestière et ses partenaires, en l'occurrence M. Azim. Sur le permis 10030, le permis 10029, M. Azim a été condamné par le ministère de l'Environnement et des Forêts sur la base d'un rapport de Global Witness, de la Banque mondiale, de Greenpeace, de rapports constants. En 2003, après cette attribution à M. Franck Biya en 2000 de 3 UFA. 3 UFA pour 125 000 hectares. 125 000 hectares, ça correspond à quoi? C'est pratiquement 1% des superficies des forêts au Cameroun. Et quand vous cumulez la société forestière du Dja et de la Bumba de M. Aléocole, Ingénierie forestière de M. Franck Biya, Société forestière Azim et la société FW, vous avez pratiquement 10% des forêts du Cameroun. 10%. 125 000 hectares pour M. Franck Biya, 50 000 hectares pour M. Azim, 46 000 hectares pour M. Aléocole et 45 000 hectares pour la société FW, son partenaire, dans cette partie du Cameroun. 10% des forêts entre 2000 et 2020, où je vous parle, 2000 et 2015 précisément, puisque les derniers rapports datent de cette époque-là, notamment avec la confirmation par la Cour suprême, après la Cour d'appel du littoral, de la condamnation de M. Azim à une amende de 16 milliards de francs CFA. Une amende de 16 milliards de francs CFA, pourquoi? Parce que M. Azim est coutumier du fait. Il a un permis 10029 qu'il exploite dans la région les régions que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment à Lomé. Mais ensuite, un permis 10030 qui n'a pas été attribué. Permis 10030 qui n'a pas été attribué, qui a permis à M. Azim d'exploiter 30 000 hectares de terre illégalement. Le préjudice, selon le rapport de Global Witness, de la Banque mondiale, et le Cameroun ayant souscrit à ce qu'on appelle le programme FLEC d'accord volontaire, c'est-à-dire que c'est un pays qui veut rentrer dans les bonnes pratiques, les pratiques de transparence en matière forestière, d'exploitation forestière. Et cette société, qui est partenaire d'ingénierie forestière de M. Franck Biya, va exploiter plus de 20 000 hectares de forêt. Plus de 20 000 hectares de forêt. Plus de 20 000 hectares illégalement. C'est-à-dire que le permis 10030 n'a jamais été attribué. Mais M. Azim et ses partenaires ont massacré les animaux de cet écosystème, chassé les Baka, les Baguéli, les Badjoué, les populations qui étaient des ancêtres, étaient des gardiens sacrés de la forêt. C'est la débandade aujourd'hui dans la forêt du Dia. La transformation de l'écosystème est en cours. Mais qu'est-ce qui se passe aux alentours de Lomé, aux alentours de Ngambé-Tikar? C'est le désert, c'est la poussière dans le nez des populations. Les grumiers passent avec des milliards de mètres cubes de bois et ils laissent la maladie, ils laissent la désolation, ils laissent l'horreur aux populations. Cette destruction sur la base du permis 10030 a été évaluée en termes de préjudice à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars aujourd'hui, ça correspond à environ à 6 milliards de francs CFA de préjudice pour le permis 10030. Les autres préjudices ont été régulièrement établis sur la base de pénalités qui ont été adressées à ces entreprises forestières, donc la société forestière Azim SFH, la société ingénierie forestière de M. Franck Biya, la société d'exploitation forestière du Noun, la société de transformation du bois Fokou,
les MMG, Mbamba Georges, du sénateur Mbamba Georges, la COFA, la compagnie forestière Assam, de M. Bonivan Assam Vondo, pour des pénalités allant de 2,5 milliards de francs à 3,4 millions pour les basses pénalités. Mes frères et sœurs, ces entreprises n'ont jamais véritablement payé ces pénalités. Jamais payé ces pénalités. Et puisque nous avons pris une tradition de sérieux, une tradition de rigueur, une tradition de précision chirurgicale sur les questions citoyennes au Cameroun, tout ce que nous disons est vérifiable. Tout ce que nous disons nous est opposable. Tout ce que nous disons peut être contredit par ceux que nous désignons nommément. Ceux qui ont leur compte à Monaco, ceux qui habitent à Roquebrune, à côté de Menton, comme M. Frambilla, dans le sud de la France, dans le sud magnifique et splendide de la France. Ceux que nous désignons de manière très claire, qui ont, comme M. Frambilla, tout à l'heure j'ai évoqué un certain nombre de dates, 2000 donc, avec cette attribution de 3 UFA qui ont été sous-traités donc à M. Azim ou exploités directement, puisque M. Frambilla a pris l'habitude de dédoubler. C'est-à-dire qu'avec Commercial Forestry au Delaware, aux États-Unis, et puis ingénierie forestière au Cameroun. Alors, ce mécanisme sert à quoi? Le Cameroun a une loi d'incitation aux investissements de 2013. Une loi qui porte sur les incitations aux investissements. Et dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositions d'exonération de la patente, donc au titre de l'article 160 du Code général des impôts, pour un certain nombre d'entreprises étrangères, d'investisseurs privés étrangers, donc ceux qui portent les IDE, les investissements directs étrangers dans notre pays. Eh bien, excusez-moi, je vais allumer. Eh bien, des entreprises, notamment des entreprises françaises, comme les plantations PHP, les entreprises Caplin qui font les fleurs à Penja, Njombe Penja, ont profité de cette disposition pour ne pas être assujettis au paiement de la patente au titre de l'article 160 du Code général des impôts. Eh bien, en utilisant le dédoublement de ingénierie forestière au Cameroun et de commercial forestry dans le Delaware, eh bien, on a la possibilité de jongler à la fois avec le fisc et avec les pénalités. C'est ce qui va se passer en Centrafrique entre le fils du président Paul Biya, M. Frambilla, et le fils de M. Bozizé, François Bozizé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est un rapport d'ONG centrafricaine, c'est un rapport de l'ambassade de France de Centrafrique et un rapport du représentant de l'Union européenne en Centrafrique en 2007, octobre 2007, 18, 19, 20 octobre 2007. Qu'est-ce qui se passe? La société ingénierie forestière au Cameroun, qui a bénéficié en 2000 d'unités forestières d'aménagement, dont les UFA, pour près de 125 000 hectares, et qui est partenaire d'un certain nombre de entreprises, notamment d'Azim, Azim qui est le plus gros exploitateur et le plus grand exploitant forestier au Cameroun, et une entreprise qui, à partir de 99, puisque notre loi de 1994, du 20 janvier 94, autant pour moi, est très claire en ton article 75 sur l'horizon de transformation du bois au Cameroun. C'est-à-dire que fin 99, les 90% du bois au Cameroun devaient être transformés, notamment par les entreprises comme Azim ou celle de M. Frank Biya. C'était très clair dans la loi de 94. Donc les opérateurs du secteur avaient la responsabilité, l'obligation, en 5 ans, après le vote de la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, de se conformer à la réglementation sur une période de 5 ans. Ce d'autant plus qu'ils gagnaient des milliards. Parce que quand vous voyez, pour le cas d'espèce, pour M. Azim,
une condamnation à payer des pénalités par le ministère de l'Environnement et des Forêts de 16 milliards, si on vous condamne à des pénalités de 16 milliards, c'est que vous avez fait un bénéfice et que vous avez exploité pour au moins 100 milliards. Et les règlements, j'allais dire les règlements internationaux, mais surtout les rapports internationaux sur la perte sèche depuis 2000, entre 97 et 2000 et 2020 aujourd'hui, le Cameroun perd entre 100 et 150 milliards par an à cause de l'exploitation illégale, l'exploitation anarchique et de la vente illégale de coupes dans les unités forestières d'aménagement. Avec un certain nombre de mécanismes comme les autorisations de ramassage de bois ou les autorisations de vente de bois qui sont accordées à un certain nombre d'entreprises grâce à leur passe-droit, grâce à leur entre-gens, grâce à leur réseau au sein de la haute administration. Autrement dit, pour l'autoroute Yaoundé-Douala ou l'autoroute Yaoundé-Simalène, ces entreprises ont bénéficié d'autorisations de ramassage de bois, comme ce qui se passe dans la forêt de Molap, dans le Noun, qui est un vrai scandale. Mais surtout, ces grands axes-là, ces entreprises bénéficient de ces autorisations de ramassage de bois et des autorisations de vente de bois d'espèces Ayus, Sapeli, Boubinga, Vengue, Iroko, Okume, comme ce qu'il y a avec la frontière, ce qu'il y a entre la frontière et le Cameroun et le Gabon, des espèces rares, des espèces essentielles, des espèces prisées dans le monde du bois. Le Cameroun, c'est le 3e exportateur de bois en Afrique et le 7e dans le monde. Le 3e après la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc c'est un acteur important de l'industrie du bois. Et quand nous parlons de ces enjeux, nous ne parlons pas d'enjeux lilliputiens, de petits enjeux. Nous parlons d'enjeux qui se chiffrent. Vous avez suivi l'estimation tout à l'heure, l'estimation qui est donnée par des officines tout à fait sérieuses, évidemment les rapports de Greenpeace, les rapports du Centre pour l'environnement et le développement de M. Raymond Guiffaut, les rapports de Transparency International dans sa composante forêt et environnement Cameroun de M. Raymond Doua, les rapports de la Banque mondiale, les rapports de Global Witness qui est accrédité comme observateur indépendant qui, dans le dispositif de la loi de 1994, doit être aux côtés du gouvernement pour aller vérifier l'effectivité du respect des cahiers de charges par les entreprises qui bénéficient de concessions sous la forme d'unités forestières d'aménagement. Et je vous ai dit tout à l'heure les enjeux. C'est 10% pour M. Frandia, M. Azim, M. Aléocole, M. le regretté général Asso et d'autres qui participaient de cette omerta, puisque c'était caché, et aussi de cette mafia, littéralement, osons le mot, d'exploitation forestière au Cameroun. J'ai parlé des régions où on exploite ce bois. C'est Djoum, c'est la réserve du Dja, c'est Lomier, c'est Ngambetika. Ce sont des régions appauvries, pauvrissimes. Allez là-bas, vous allez avoir les larmes. Allez là-bas, vous serez dans une désolation absolument incroyable. Les écoles sont rares. Les hôpitaux sont à des niveaux moyenâgeux. Les populations vivent comme sous... Parce que nous avons l'habitude de parler de nos ancêtres, mais à leur époque, ils étaient déjà avancés. Mais on n'a pas avancé dans ces régions. C'est-à-dire que vous avez une entreprise comme Azim, partenaire d'ingénierie forestière de M. Frangbia, qui exploite dans le Mbamekim, en Gambetikar. Dans le Mbamekim, en Gambetikar, qui a une société forestière Azim Siri Gambetika, bien nommée, M. Azim a bénéficié d'un permis 10029. Il est allé, il avait une concession pour 15 ans et il devait créer des emplois, 3000 emplois dans la région, et dans le cahier de charges, construire un certain nombre d'infrastructures. Au bout de 2 ans, après avoir exploité 20 000 hectares de forêt, M. Azim est parti. M. Azim est parti comme les autres entreprises, comme Ingénierie forestière, ses partenaires, la société forestière du Dja et de la Bumba de M. Aléocole. Ils sont partis. C'est-à-dire que quand les chefs traditionnels se sont plaints auprès du ministère de l'Environnement et des Forêts, auprès de M. Azim,
eh bien, ils ont été renvoyés de manière absolument arrogante par M. Azim, partenaire de M. Franck Biya. Ce que je dis, M. Franck Biya le sait. Ce que j'affirme, les rapports internationaux sont clairs là-dessus. Parce que nous défendons une vie citoyenne au Cameroun et dont nous sommes absolument précieux et précis sur la veille, sur les documents, sur les lignes. Les lignes. Et c'est cela, c'est à ceux-là que nous appelons les Camerounais. Nous n'appelons pas les Camerounais, nos compatriotes, à l'inquisition ou à la chasse à l'homme ou aux chasses aux sorcières. Nous ouvrons les yeux. Nous demandons aux Camerounais d'ouvrir leurs oreilles et d'ouvrir leur bouche pour parler, pour dire, mais surtout de mettre leur cerveau en règle parce que ça va demander dans cette bataille-là, puisque c'est en train d'advenir. Ce qui s'est passé aujourd'hui et hier avec la diffusion de cette vidéo rentre dans le cadre d'une stratégie. Une stratégie qui a consisté à se constituer une cassette personnelle en centaines de milliards. Je vous ai dit que le Cameroun a perdu entre 2000, où M. Franck Biya a été attributaire, a bénéficiaire autant pour moi, de 3 unités forestières d'aménagement pour 125 000 hectares, où M. Azim, son partenaire, a bénéficié de 50 000 hectares, où la société forestière de la Bumba et du Dja, de M. Aléocole, ont bénéficié de pratiquement 46 000 hectares. Et je vous ai dit quel était l'enjeu. C'est 10% de la surface forestière du Cameroun. Et il faut savoir que 50%, parce que le Cameroun a 475 000 km² et 225 000 km² étaient consacrés, couverts par la forêt dans notre pays. Et cette forêt a été détruite à pratiquement 45-50%. Et les forêts résiduelles, dont ce qui reste, se dégradent à pratiquement 20% par an. 20% par an. Ce sont les enjeux. Ce sont les enjeux pour notre pays. Ce sont les enjeux citoyens. Ce ne sont pas des enjeux personnels. C'est que demain, dans un pays qui a des acteurs politiques bien connus, c'est-à-dire qu'au Cameroun, vous avez des acteurs politiques jeunes qui sont entrés récemment en politique, M. Matomba, M. Libi, qui sont relativement moins jeunes, M. Joshua aussi, et M. Kamto, qui sont des acteurs politiques qui font une offre politique aux Camerounais. On les voit. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. On peut se dire, tiens, c'est intéressant ici, on va compléter là-bas. On peut envisager des coalitions, des rassemblements, des fédérations. Oui, mais au moins, ils montrent leur gueule. Au moins, ils s'avancent. Au moins, ils peuvent parler. Au moins, ils peuvent proposer. Mais comment on veut nous imposer des personnes au commis de l'État, des personnes qui ont toujours bénéficié du décret présidentiel? M. Famenongo nous a dit que ce sont des créatures. C'est une expression, un autre camerounisme, un autre larbinisme africain, un autre aplaventrisme tropical. Voilà des acteurs politiques qu'on conteste pour leur histoire de proximité sociologique. Voilà des acteurs politiques qui se battent sur le terrain, à qui vous refusez qu'ils distribuent des dons qui ont été collectés par des sympathisants, par des militants, par des Camerounais. Voilà des acteurs politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Madame Foting, Nouran, M. Cabral-Libi, qui sont dans les conseils municipaux comme M. Matomba. Et après, on nous dit qu'il y a un fils de président qui n'a pas fait le bilan devant les Camerounais de son implication dans la destruction de nos forêts, de son implication dans l'exploitation de nos forêts sans la transformation. Le président Paul Biya, le père de M. Franck Biya, en juillet 2019, a fait une circulaire 001 sur la préparation du budget de l'État. Et dans cette circulaire, il y avait 2 éléments clés, entre autres, parce que c'était une circulaire de plus de 3-4 pages. Il y avait le parachèvement des travaux de construction des infrastructures sportives en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans ce parachèvement, il y avait une entreprise, il y avait un certain nombre d'entreprises dont
Piccini, une entreprise italienne. Monsieur Frambilla, quand on parle entre Camerounais, on peut se regarder dans les yeux et dire que si notre pays, le Cameroun, n'a pas pu organiser la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle devait organiser depuis tant de temps, étant l'un des meilleurs pays africains en matière de football, ayant produit les Africains les plus brillants en matière de football, ayant produit Thomas Nkono, 2 fois ballon d'or africain, Joseph-Antoine Bell, l'un des meilleurs gardiens africains, Roger Mila, parmi les 100 meilleurs footballeurs de l'histoire de la Coupe du Monde, Samuel Eto'o, l'un des meilleurs footballeurs africains et dans le monde de tous les temps. Ce pays n'a pas pu organiser, malgré le programme de développement des infrastructures sportives qui a été signé en 2009, courant 2009, précisément en juin 2009, par le Premier ministre Inoni Ephraim et le ministre Augustin Edjoua des Sports, où notre pays à l'horizon, c'est-à-dire qu'entre 2008 et 2011, le Cameroun devait en avoir fini avec les premiers stades et en 2015 avec tous les gymnases, avec tous les complexes sportifs qui étaient prévus dans ce programme qui avait été signé avec la banque Exim Bank China et un certain nombre d'entreprises de BTP de Chine. Eh bien, ces retards ont été dus à quoi? Aux questions de surfacturation. Parce que le pays de Roger Mila devra faire un jour le bilan de ces 29 milliards de francs CFA qui ont été attribués par la Chine et qui sont partis en fumée entre 2008 et 2010. On devra faire le bilan un jour dans notre pays. On ne pourra pas échapper à ce bilan-là. Ce n'est pas parce que Japoma, Olembe, Bepanda, Fandena sont déjà aménagés et que nous sommes fiers effectivement de voir de belles infrastructures sportives. Mais on devra nous dire comment le coût de ces stades, dépasse le coût de tous les stades dans le monde. Le stade de France en France, les différents stades qui ont été construits depuis les 10 dernières années sur la planète. Comment l'entreprise Piccini, que vous connaissez très bien, monsieur Frambilla, comment l'entreprise Piccini est arrivée au Cameroun. Cela fera l'objet de prochains directs citoyens sur cette question. Parce que j'entends personnellement dans le débat public au Cameroun dire à nos concitoyens, à mes concitoyens camerounais, que désormais, nous n'allons plus être les Camerounais spectateurs de notre destin. Nous n'allons plus être des Camerounais à qui on parle de milliards, à qui on peut venir parler de surfacturation de stades, qui ont des stades les plus chers au monde, sans se demander où est parti l'argent. Où est parti l'argent qui a fait l'objet de surfacturation? Et un certain nombre de responsables politiques camerounais de haut rang sont concernés par cela, M. Frambilla. Quand je parle, ceux qui sont à vos côtés dans votre entreprise, ceux qui sont à votre côté dans votre réseau, savent de quoi je parle, M. Frambilla. Savent de quoi je parle. Et nous allons de manière constante, de manière régulière, dire aux Camerounais, documents, preuves à l'appui, qui a participé à l'accroissement des coûts de ces stades, et qui a profité de l'accroissement des coûts de ces stades. Ils sont déjà connus pour certains, M. Frambilla, de nous, de ces Camerounais, de ces Africains vigilants, journalistes d'investigation, lanceurs d'alerte, citoyens engagés, etc., etc. Ils sont déjà connus. Et nous rendrons public à l'opinion africaine, l'opinion camerounaise, les faits, les dates, les chiffres concernant ce scandale de la CAN. Ce scandale de la CAN 2019 raté. Ce scandale de la CAN 2021 projeté. Et à ce moment-là, en complément de ce que nous avons dit pour les forêts,
puisque j'étais sur le point dans la circulaire de juillet 2009 concernant la loi des finances 2020, le point sur le parachèvement des travaux en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'entends bien. Le deuxième point de cette circulaire, après le parachèvement des stades, des infrastructures, concernait la mise en œuvre, M. Frambilla, la mise en œuvre suivant les piliers du plan directeur d'industrialisation du Cameroun, de la transformation locale de nos matières premières. La transformation de nos matières premières concerne pleinement le secteur du bois. Tout à l'heure, j'ai évoqué la loi du 20 janvier 1994 et le décret d'août 1994, le décret d'application. Il y a un certain nombre de textes subséquents, ceux de 95 et d'autres, qui précisent les conditions dans lesquelles cette transformation pourrait se faire. 100 milliards par an de pertes, ça fait en 20 ans 2000 milliards de francs CFA. Notre pays, le Cameroun, a perdu au bas mot 2000 milliards. Monsieur Azim, Monsieur Frambilla, Monsieur Aléokol, Monsieur Mbamba, Monsieur Assam Vando, Monsieur Fokou. Je parle de gens qui se connaissent très très bien dans l'exploitation forestière au Cameroun. Et le bois du Cameroun, au titre de l'article 75 de la loi de 94, n'est toujours pas transformé à 30 ou 40%. Vous avez des scieries. Monsieur Azim, partenaire de Monsieur Frambilla, est allé escroquer littéralement les populations en Gambétikar. Gambétikar, c'est le désert de sens, c'est le désert sanitaire, c'est le désert, c'est une pauvreté inouïe, Gambétikar. Et à Oué, un reportage de Canal 2 nous a montré Oué, Monsieur Frambilla. Quand je vous vois avec un cortège d'1 milliard de francs, 1 milliard de francs, un cortège d'1 milliard de francs, je regarde les populations de Oué. Ils sont dans la misère la plus indescriptible. La misère la plus indescriptible dans notre pays. Et vous allez dans des cérémonies funèbres à l'Ouest Cameroun, à Bangwa, avec un cortège d'1 milliard de francs. Comme on a eu à la présidence 1 milliard de francs de budget de liqueur en fin d'année 2019. Les populations de nos 360 arrondissements à qui on distribue du savon, à qui on distribue des seaux avec robinet, du savon pour qu'ils aillent laver leurs mains chez le sous-préfet. Quand ils regardent passer vos grumiers, ceux de votre partenaire, M. Azim, ceux de votre partenaire en Centrafrique, M. Frambilla, M. Bozizé, le président Bozizé a pris un décret pour accorder. C'est-à-dire que quand je parle de l'Est Cameroun, de Lomé, de Dja, c'est la même région et c'est la même problématique. Puisque tout à l'heure, j'ai évoqué le bassin du Congo. Les permis 188 et 189. Nous sommes en octobre 2007, en Centrafrique. Les décrets qui attribuent les concessions 07331 et 07332 en Centrafrique. Eh bien, ingénierie forestière, votre société, M. Frambilla, est devenue en Centrafrique la Centrafricaine des bois tropicaux, LCBT. La Société africaine d'investissement, ingénierie forestière, donc SAIIF, est devenue en Centrafrique la Centrafricaine des bois tropicaux. Partenaire de M. Bozizé à travers la société SOFA. Vous savez de quoi je parle. Et ces populations aujourd'hui sont dans la même détresse que les populations de Oué, la même détresse que les populations de Ngambétikar, la même détresse que les populations de Lomé, qui ont vu l'exploitation d'un permis qui ne devait pas être attribué à votre partenaire Azim, que vous connaissez très bien, l'affaire de cette concession 10-030, qui a permis qu'on détruise plus de 20 000 hectares. Votre propre société a été condamnée pour la destruction
de 30 000 hectares, littéralement. 30 000 hectares qui ne devaient pas être exploités dans notre pays. Notre couvert forestier se réduit pendant que des Camerounais s'enrichissent et que d'autres qui voient passer les grumiers. Regardez, M. Frambia, regardez les routes sur lesquelles passent vos grumiers. Regardez les routes où passent vos grumiers. 77 000 kilomètres de route au Cameroun, 50 000 kilomètres de linéaire tracé et moins de 10% de routes bitumées dans notre pays. Avec le reste qui fait l'objet d'une Le reste, M. Frambia, je vais perdre mes mots à cause de tout ça, qui fait l'objet d'une négligence absolument inacceptable. Alors que ces milliards dont j'ai parlé, ces 2000 milliards en 20 ans, sont dans vos poches, sont dans les poches de vos partenaires. Tout à l'heure, la chanson de Jean Bikoko Aladin, arrangée par Moustique Ambassa et jouée par Justin Boven et un certain nombre de Camerounais à Paris dans les années 80 nous disaient Higijami Gwegen, c'est-à-dire chaque chose en son temps. Et il parlait de ce vol, de cette gabégie, de cette corruption qu'a renforcé Patou, qu'a renforcé Dédié Yango à travers sa chanson Patou en 89. Il parlait de ça. Il parlait de chaque chose qui a son temps. Et ce temps est terminé. Ce temps où les Camerounais fermaient les yeux. Ce temps où les Camerounais se taisaient. Ce temps où les Camerounais pouvaient vous voir, circuler, vivre votre vie tranquillement. Ce temps est terminé. Pourquoi? Parce que notre pays aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui vont veiller. Il y a des gens qui veillent de manière minutieuse. Il y a des gens qui seront aux côtés de ces populations qui ont vu le couvert forestier de notre pays passer de 20 millions d'hectares en 80 à moins de 16 millions aujourd'hui. Qui ont vu cette forêt se dégrader progressivement. Qui ont vu des entreprises condamnées de manière régulière. Des entreprises qui sont condamnées de manière régulière comme la vôtre à des pénalités qui ne les payent pas. Des entreprises qui sont condamnées, comme la société forestière Azim, à 16 milliards et qui se battent avec des avocats, qui préfèrent payer des avocats plutôt que payer dans les caisses de l'État du Cameroun 16 milliards pour qu'on transforme Lomier, qu'on transforme Gambétika, qu'on transforme les abords de la réserve de Mélab dans le Noun, où vous exploitez de manière illégale, anarchique et indue le bois. Ils préfèrent payer les avocats. Multiplier le dilatoire, multiplier les procédures judiciaires. Ils en sont maintenant à la cour de justice de l'OHADA. La cour d'arbitrage de l'OHADA. Pourquoi? Parce que M. Azim, qui a empoché des centaines et des centaines de milliards au fil d'années, comme vous-même, M. Azim ne veut pas payer ce qu'il a pris à nos forêts. D'où vient-il qu'un frère, une personnalité du Liban vienne au Cameroun et soit propriétaire de nos forêts? D'où vient-il que les Camerounais se battent pour des histoires de terrain qui se seraient appropriées, qui auraient été appropriées, qui auraient été préemptées, qui auraient été achetées avec des frondes par des Bamileke, et qu'ils ne se battent pas pour que des gens comme Azim, partenaires d'un certain nombre d'entreprises forestières camerounaises, dont la vôtre, M. Frambia, disposent de 10% de nos forêts, 10% de nos forêts. Et comme si ça ne suffisait pas, on vient encore d'attribuer, de mettre la forêt des Beaux, là-bas chez à Yingui, dans le Nkam, à côté de Yabassi, qui borde Pouma, et la Sanaga maritime, on vient encore d'attribuer 85 000 hectares sur 150 000 hectares de forêt. Une forêt qui était destinée. En 2006, le secrétaire général de la présidence a reçu les élites, les chefs traditionnels de cette zone en 2006. 2006 et subséquemment, on attendait le décret. On attendait le décret pour que la forêt des Beaux soit transformée en forêt
non seulement de conservation, mais surtout devienne le 17e parc national du Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le ministre Jules Doré Ndongo de la Forêt et des Faunes a attribué 2 concessions sur 85 000 hectares. 2 concessions sur 85 000 hectares, M. Frambilla. 2 concessions. Pour que cette forêt qui a des perroquets absolument chatoyants et fabuleux, des éléphants de forêt, des gorilles, dont les populations ont appris au fil des millénaires, au fil des siècles, à gérer la circulation. Ils ont créé la Société des Amis des Gorilles là-bas, dans la forêt de Yingui, dans la forêt d'Ebo. Ces populations, Banen, Sawa, en ont ras. Bon, en ont ras le coup, en sont étranglés. Parce que ce qu'on veut au Cameroun, c'est de piller chaque jour un peu plus. C'est d'enrichir, M. Frambilla, de vous enrichir. C'est de vous enrichir. Et que demain, vous soyez au règne de notre pays, continuant une sorte de vie comme ça, de passation de pouvoir de main en main, de manière entre amis, contrôlés par vos amis français, avec le gré à gré qui commence à devenir évident dans les esprits, puisque on est en train de le rentrer dans les esprits des Camerounais. Alors même que notre pays a été délesté pendant longtemps, pendant tant de temps, pendant 20 ans d'exploitation forestière, au moment où, en bout de ligne, on s'attendait qu'en 5 ans, après avoir mis en place un ministère de l'Environnement en 92, dont le premier titulaire était M. Bavandi Gouer, dans le prolongement de ce qui avait été fait à Stockholm depuis 1974, ce qui avait été fait à Rio en 92, et ce qui avait été fait en 97 avec le protocole de Kyoto, qui est rentré en vigueur avec l'admission, enfin, tout au moins la signature du traité par la Russie qui est rentrée en vigueur l'année d'après. Et le Cameroun qui a choisi de manière moderne de se doter d'un ministère de l'Environnement. Dans ce prolongement-là, de cette prise de conscience sur le fait que nous faisions partie du 2e poumon de la planète, c'est avec le bassin du Congo. On avait déjà bénéficié dans les années 80 de l'attribution du statut de patrimoine mondial de l'humanité à la forêt, à la réserve du Dja. Donc, cette forêt qu'on est en train d'exploiter de manière absolument sauvage, illégale, infâme, inhumaine. La réserve du Dja. La réserve du Dja qui est dans le sud Cameroun, dans le Dja et Lobo. La forêt de Mengame est aujourd'hui, avec les gorilles, qui sont aujourd'hui en débandade, avec les éléphants qui sont dans un écosystème nouveau, parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires, des gens qui vivent dans le sud de la France, à Monaco, à Roquebrune, comme vous, M. Frambilla, avec l'argent de nos forêts, qui ne payent pas les pénalités, et qui, en plus, utilisent les moyens de l'État pour se déplacer, et aujourd'hui pour être positionnés. Parce que nous n'avons plus peur des mots. Nous voulons un jeu sain, un jeu démocratique qui sera évident au Cameroun. Et ce jeu démocratique ne sera pas évident tant que la lumière n'est pas faite sur un certain nombre de pratiques. Tant qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tant qu'on n'est pas sur un... Parce que les Camerounais qui demandent qu'on révise le code électoral, on les pourfend. Les Camerounais qui demandent la transparence, les questions concernant la défense du président ou sa capacité à mener la crise, on les considère comme des gens avec des proximités sociologiques. Des Camerounais qui battent le pavé, des Camerounais qui veulent marcher pacifiquement, on les arrête, on les embastille. Des Camerounais qui veulent distribuer des masques, des kits, des Camerounais qui veulent distribuer de quoi soulager nos populations sont mis à la PJ, sont parfois à la porte de la prison. Il faut se battre. Alors qu'il y a des Camerounais comme vous, M. Frambilla, qui bénéficient pleinement de l'État du Cameroun, qui bénéficient pleinement des richesses du Cameroun. La forêt, c'est sacré. Mais vous faites partie de ceux qui ont bénéficié de la forêt du Cameroun. Qu'avez-vous donné au Cameroun, M. Frambilla? Qu'avez-vous donné à notre pays? Qu'avez-vous construit dans nos régions? Qu'avez-vous aménagé à Yingui? Qu'avez-vous aménagé à Ebo? Qu'avez-vous aménagé à Ngambetika? Qu'avez-vous aménagé à Fumban? Qu'avez-vous aménagé à Melap?
Qu'avez-vous aménagé dans le Dja? Qu'avez-vous fait pour que ces milliards qui sont utilisés à Roquebrune, à Monaco, dans le Delaware aux États-Unis, dans le sud de la France, à l'avenue Foch à Paris, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour notre pays, à titre personnel, après avoir, comme M. Azim, comme M. Mbamba, comme M. Fokou, comme M. Aléocole, comme M. Asso, comme M. Meka, les généraux de l'armée, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous redonné à notre pays? Sinon de l'exploiter impunément. Sinon de l'exploiter de façon aussi dispendieuse. Sinon de l'exploiter de façon aussi éhontée. Voilà la réalité de notre pays. Voilà la réalité de notre Cameroun. La réalité de notre Cameroun, c'est cet ensemble de dossiers pour lesquels nous sommes engagés à informer les Camerounais, à leur dire qu'ils ne sont plus les spectateurs d'une situation, qu'ils ne doivent pas être uniquement les habitants du Cameroun, regardant passer les grumiers, avalant la poussière, regardant passer le cortège de M. Franck-Biya, 1 milliard de véhicules, en applaudissant littéralement. Des ministres comme Alamine Mey qui se mettent dans des dispositifs protocolaires pour saluer M. Mia. M. Alamine Mey est ministre des Finances au gouvernement. C'est vrai qu'il a été nommé ministre grâce à M. Franck-Biya. Mais d'où vient-il que M. Alamine Mey s'aligne dans un dispositif protocolaire pour saluer M. Franck-Biya? C'est M. Alamine Mey qui a le statut. C'est lui le ministre. Le fils du président n'a pas de statut dans cette République. Le fils du président ne peut pas arriver dans une cérémonie et on dispose les ministres pour qu'ils les saluent. Ce n'est pas possible, sinon au Cameroun. Sinon au Cameroun. Parce que vous êtes en train de créer un système qui rentre dans la tête des Camerounais et quand on voudra le réformer, on va faire la guerre. Le ministre des Finances, il a beau être nommé grâce au fils du chef de l'État, comme un certain nombre de ministres et de personnalités chez nous, mais il n'a pas à s'aligner pour saluer le fils du chef d'État dans une cérémonie. Dans une cérémonie. Comment on fait pour accepter cela dans notre pays? Comment on fait pour accepter cela? Donc, je pense que nous disons des choses qui sont parfois connues, parfois inconnues. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la préfecture, la sous-préfecture d'Argenteuil, en France où je vis, m'a accordé un titre de séjour, un titre de résident. Et j'ai toujours dit que, ayant été sans papier en France, c'est-à-dire que, comme on dit sans kaolo, parce que les Camerounais se moquent souvent de gens qui vivent dans un pays où des gens sont venus chez nous, les Français, sans avoir besoin du moindre papier. J'ai toujours dit que si vous voulez enquêter, parce que quand je parle de M. Franck-Biya, je parle en conséquence. C'est-à-dire que je sais que assis où je suis là, on ne me laissera pas tranquille, évidemment. Je sais que des gens qui ont la fibre ethnique tribaliste ne me laisseront pas tranquille, évidemment. Je sais que des gens, mais comme je l'ai fait au Trocadéro en 2015, dans ce pays, la France, le pays de Sarkozy, le pays de Macron, Hollande, etc. Comme je l'ai fait par ailleurs, vous avez la possibilité, mais je vous en donne l'autorisation, enquêter, fouiller, bêcher sur ma pauvre petite vie, déshabillez-moi sur la place publique, faites ce que vous voulez, mais jamais, au grand jamais, je ne laisserai la vérité dans mon ventre concernant le Cameroun, concernant l'Afrique. Tenez-le pour dit. Jamais je ne garderai cela dans mon ventre. C'est-à-dire que quel que soit ce qui sera engagé sur ma personne, quel que soit ce qui sera engagé par des officines, par des trolls, par des personnalités, par des services, quel que soit cela, retenez-le, retenez-le. Ce qui est fait concernant les forêts du Cameroun, ce qui sera dit concernant les rapports entre ces deux camps qui se battent autour du président Biya et les entreprises étrangères, chinoises, françaises, occidentales, américaines, européennes, etc. Eh bien, sachez que
si c'est dans mes oreilles, si c'est dans mon cerveau, si c'est dans mon ventre, eh bien ça sortira pour le bénéfice et le bonheur prochain des Camerounais. J'ai souhaité cet après-midi parler avec précision, avec le cœur aussi, de ces scandales dont l'opposition au Cameroun, les députés au Cameroun ne parlent pas. C'est-à-dire que M. Oshi, M. Libi, Mme Foster, Fotsing, vous n'êtes pas des distributeurs de dons. Vous êtes des députés de la République. Vous êtes des parlementaires. C'est quoi un parlementaire? C'est l'article 25 de la Constitution du Cameroun. Vous avez l'initiative des lois au même titre que le gouvernement. Dans la Constitution du Cameroun, le député vote les lois. C'est l'article 25. Le député contrôle l'action de l'exécutif. Le député, subséquemment, puisque c'est la pratique, évalue les politiques publiques. Le député, à travers les commissions d'enquête, il y en a eu 3 dans l'histoire de notre Assemblée depuis 20 ans. Le député auditionne les responsables publics. Le député contrôle l'action de l'État. Monsieur Libi, Madame Foting, Monsieur Joshua aussi. Laissez la chicane, laissez l'ego, laissez de vous combattre entre vous. Occupez-vous du Cameroun. Exercez une fonction tribunicienne, dérangez. Contrôlez ce qui se passe. Contrôlez l'action publique, les dépenses publiques. On parle de rationalisation des dépenses publiques. Le président Biya qui tient rarement des conseils de ministres en décembre 2012, en octobre 2014, en mars 2018 et en janvier 2019. 4 conseils des ministres où il a parlé de cette question de la rationalisation des dépenses, de la maîtrise du budget de l'État, de la réduction du train de vie de l'État. Regardez ce cortège de Bangou, c'est une réduction du train de vie de l'État. Regardez cette situation dont je viens de parler. Monsieur Libi, c'est votre travail de faire un rapport sur les forêts au Cameroun. C'est votre travail. Votre travail n'est pas de distribuer les dons, les micro-projets dans les quartiers, dans les villes. Ce n'est pas votre job. Vous pouvez le faire parce que vous faites les dons comme tous les Camerounais. Moi, j'en fais et nous en faisons beaucoup. Mais ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de nous dire, dans les interstices de ce qui se passe, de la loi des finances, de nous dire comment ça se fait qu'on perde entre 1999 et 2019 plus de 2 milliards de francs, 2000 milliards de francs. C'est de dire à M. Franck Biya qui n'a pas de statut officiel pour mobiliser autant de véhicules en termes de carburant, en termes d'achat, en termes de... Le budget de la présidence de la République, c'est 5 à 6 milliards moins que celui de l'Élysée, 5e, 6e puissance mondiale. Le Cameroun qui est dans les classements, qui est de la 16e économie d'Afrique et qui est de la 120e économie mondiale pratiquement, puisque nous avons décroché. Votre travail, c'est celui-là. Contrôlez ce qui se passe dans les biens meubles et immeubles de l'État à l'étranger. Dans les biens meubles et immeubles de l'État au Cameroun. Le ministre des Domaines est là, du cadastre et des affaires foncières. Le ministre des Finances qui classe, qui catégorise ces biens. Le ministre des Relations extérieures, ils sont là. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà la situation de nos forêts. On a perdu la moitié de nos forêts en 20 ans. La moitié. Sur 224 000 km², on a perdu la moitié. Et les forêts résiduelles, celles qui restent, se dégradent à 20% par an. Et M. Franck Biya en est un des bénéficiaires. M. Azim Chehat, son partenaire, en est un des bénéficiaires. Où est parti l'argent des forêts au Cameroun? Où est le contrôle de la loi sur l'article 75, sur la transformation à l'horizon de 99?
Pourquoi vous vous combattez entre vous? Pourquoi vous n'adressez pas ces messages? Pourquoi vous ne demandez pas à M. Franck Biya pourquoi il ne paye pas ses pénalités? Pourquoi M. Azim ne paye pas ses 16 milliards depuis 2005? Pourquoi le juillet 2003, on a condamné des entreprises de 34 millions à 2,5 milliards, M. Libi, M. Oshi, Mme Nourane Fauté. On les a condamnés. Où est cet argent? Est-ce que vous pouvez avoir le cran, le devoir citoyen, politique de leur demander cela? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de le leur demander? Plutôt que de nous laisser, nous, les Camerounais, nous dépêtrer, nous faire insulter et conspuer, alors même que c'est votre rôle éminent. Le contrôle citoyen de l'action publique, c'est vrai, c'est quelque chose qui est monté en puissance, avec les lanceurs d'alerte, les pays scandinaves qui éclairent désormais, parce qu'en Scandinavie, les députés veillent, les citoyens veillent aux dépenses publiques. Chaque dépense du Premier ministre, chaque dépense du roi, chaque dépense du ministre, du secrétaire d'État est contrôlée dans ces pays. Et ce sont les pays dits les plus développés au monde aujourd'hui. Regardez une vidéo où le fils du chef de l'État a près d'1 milliard de véhicules. Ce sera l'indignation zéro. Regardez un pays où le fils du chef de l'État est impliqué dans l'exploitation forestière, dont les rapports Global Witness, observateur indépendant au Cameroun, au titre de l'accord volontaire FLEGT, ou Greenpeace, ou Transparency International Cameroun, ou le Comité pour l'environnement et le développement au Cameroun, et un certain nombre de structures, de structures et d'organisations font des rapports constants sur le péril de la forêt au Cameroun. Donc, ce ne sera pas un pays de gueule, ce ne sera pas un pays de gueulards, ce ne sera pas un pays de gens qui viennent s'invectiver sur les réseaux sociaux, des trolls. Ce sera un pays où enfin on peut s'occuper de nos problèmes au service du Cameroun. Où quand on a une prétention, on aspire à être président de la République, eh bien, on a cette traçabilité. On a ce pedigree. On peut expliquer aux Camerounais ce qu'on a fait de ces unités forestières aménagées, attribuées en 2000. Ce qu'on a fait de son partenariat avec Azim. Pourquoi Azim a exploité des milliers, des dizaines de milliers d'hectares sans payer, sans investir dans les écoles, dans les routes, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les infrastructures rurales, locales et urbaines de ces lieux. Voilà, c'est ce pays où on ne peut pas demander, quand on est citoyen à l'autre, tu es qui ou qu'est-ce que tu représentes. Parce que dans ce pays où nous vivons, dans ces pays, les citoyens ne se posent pas ces questions. Les citoyens sont là pour contrôler les amis. Les citoyens ne sont pas des serpillères. Les citoyens ne sont pas couchés, les amis, les frères. Les citoyens ne sont pas des gens qui sont couchés. Les citoyens ne sont pas à plat ventre devant le fils du président, devant la femme du président ou devant le président. C'est ça un citoyen. Un citoyen, c'est un homme debout. C'est un homme qui contrôle l'usage de son argent. Un citoyen, c'est quelqu'un, quand on lui dit 4 951 milliards, il veille. Un citoyen, c'est quelqu'un à qui on dit, quand un ambassadeur a 100 millions de crédits pour payer sa maison, on lui demande pourquoi il n'habite pas la maison de l'État. Un citoyen, c'est quelqu'un qui demande où sont passés les 2000 à 2500 milliards, partis en fumée dans l'exploitation illégale, anarchique et irrationnelle de nos forêts. C'est cela un citoyen. C'est ce à quoi nous souhaitons vous inviter. C'est ce à quoi nous souhaitons que demain, des personnalités politiques qui présentent leur programme, qui ont un parcours, qui ont évolué, soit ces personnes à qui nous confions les rênes de notre pays, et non pas des gens qui bénéficient comme ça, s'assailler, le pouvoir s'assailler, c'est fini. Il ne faut plus et il n'y aura plus de pouvoir s'assailler au Cameroun. Le pouvoir s'assailler, c'est le pouvoir gré à gré. Le pouvoir s'assailler, c'est le pouvoir octroyer. Le pouvoir s'assailler, c'est le pouvoir donner.
Le pouvoir sassaillé, c'est le pouvoir que le fils hérite du père. Le pouvoir sassaillé, c'est le pouvoir qu'un père donne à un fils qui n'est pas vertueux en matière d'exploitation de forêts, en matière de transparence dans l'exploitation des forêts. Le pouvoir sassaillé, c'est celui-là que nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons plus dans notre pays. Nous avons voulu, donc cet après-midi, avec vous, parler donc de cette situation de nos forêts au Cameroun et dans un certain nombre de pays limitrophes, le Gabon, je l'ai évoqué, mais surtout la Centrafrique où M. Franck Biya a des intérêts colossaux et puissants, mettre au jour la question de l'exploitation de ces forêts. L'exploitation de ces forêts, non pas dans un but uniquement écologique, mais dans un but de transparence publique, de lutte contre cette corruption d'État, de lutte contre cette situation de manipulation qui est en train d'advenir au Cameroun, où la patate chaude est en train de sortir de la marmite. Mais comme dit ce proverbe fan, à bel à bélier, à vol que volier. C'est cuit, mais ce n'est pas encore refroidi. Les Camerounais, dont je fais partie, seront encore plus vigilants. Ils auront un flair de chien, un œil de sucre, un œil de russe, et ils vont veiller à ce que tout ce qui se passera dans l'après-Biya soit conforme à nos rêves communs. Tout ce qui se passe dans l'après-Biya soit conforme à ce qui ne s'est pas fait pendant 38-40 ans. À ce que tout ce qui se fait dans l'après-Biya soit un triste souvenir, soit un effacement de ces tristes souvenirs où on peut avoir des sociétés, des entreprises, ingénierie forestière de M. Franck Biya. Oui, ingénierie forestière de M. Franck Biya et la société Azim qui ont bénéficié d'une grande partie de ces 4 000 milliards d'exploitation globale de la forêt depuis 20 ans et de ces 2 000 milliards qui sont partis en fumée. Nous savons, Ben Nabignon, que la paix soit avec vous. Nous allons continuer ce travail. Nous allons l'étendre au dossier de la Camtel. Nous allons l'étendre au dossier de la titrisation dans les années 2000 avec M. Akam, M. Franck Biya et bien d'autres qui ont bénéficié de cette titrisation. Nous allons l'étendre à d'autres sujets au fur et à mesure que ces directs citoyens seront égrenés. Nous allons les étendre. J'avais prévu de parler cet après-midi de la question de la diaspora. Ce dossier a été différé. Ce dossier a été différé à mercredi, mais je souhaite que vous gardiez à l'esprit que nous allons rester vigilants et que nous serons encore plus précis, encore plus teigneux même sur la question de notre pays, sur ces manipulations qui sont à l'œuvre, sur ces manipulations qui sont absolument grotesques pour nous faire avaler, pour nous faire accepter l'inacceptable, pour nous faire avaler par les anciens ors, les anciennes pratiques où on construisait un charisme en faisant du fils le prochain, en faisant de celui à qui on octroie le pouvoir le prochain, en faisant de celui à qui on donne le pouvoir le prochain. Le pouvoir s'assailler, c'est terminé au Cameroun. Le pouvoir de gré à gré, c'est terminé au Cameroun. Le pouvoir Njor, c'est terminé au Cameroun. C'est le message que nous souhaitons passer ce soir. C'est le message que nous allons continuer de passer. C'est le message que nous allons poursuivre. Et nous allons inviter la semaine prochaine les Camerounaises et les Camerounais de Paris, de France, à venir à un direct citoyen au 52 avenue Albert Ier. C'est à Saint-Maur. Saint-Maur-des-Fossés, c'est en banlieue parisienne. C'est à 25 minutes de Paris. Nous allons organiser un direct citoyen là-bas pour encore plus interpeller sur la gabégie, sur le scandale de cette résidence des ambassadeurs du Cameroun en France. Nous allons vous tenir informés à travers ma page et ma chaîne YouTube Abdelaziz Moundendjibam. Nous allons vous tenir informés du jour de ce direct citoyen là-bas à Saint-Maur pour que désormais les Camerounais soient au courant, regardent, voient cette résidence-là et que nous demandions tous ensemble à M. Foula, frère de M. Ayolo,
de sortir de la résidence qui est destinée au Cameroun, pour laquelle il n'a ni titre ni qualité. Je remercie tous ceux qui sont les petites mains de ces directs, qui travaillent pour que ces directs ne soient plus attaqués, qui travaillent pour que ces directs ne soient plus signalés et donc suspendus en plein vol. Je remercie également tous ceux qui se reconnaissent ici, qui ont souvent aidé parce qu'ils sont anonymes, parce qu'ils ont, oui, un peu peur, il faut le dire, qui m'ont souvent passé des coups de fil fraternels, des aînés, des personnes qui ont l'expérience des affaires publiques et d'autres, et non pas, mais qui appellent pour encourager, pour parfois aussi éclairer, donner des informations et analyser avec nous la situation de notre pays, le Cameroun. Je remercie tous ceux qui prennent leur temps pour écouter ces directs citoyens, parce que c'est beaucoup de temps que nous consacrons à notre patrie, à notre pays. C'est beaucoup de temps que nous consacrons à l'avenir du Cameroun et vraiment tous ensemble. Je sais que tous ensemble, si nous sommes mobilisés, si nous sommes massivement, si nous savons faire foule au sens de Césaire, si nous savons découvrir dans une relative opacité, au sens de Fanon, notre mission et ne pas la trahir mais l'accomplir, si nous savons nous tenir la main, dia dia, comme on dit en pays sawa, main dans la main, je pense que la question de la citoyenneté sera l'un des enjeux de l'avenir au Cameroun. La question de la citoyenneté sera aussi au cœur des débats publics. Chaque Camerounais, à l'extérieur, à l'intérieur, se sentira citoyen de son pays. Chaque Camerounais se sentira pleinement concerné par son pays. Chaque Camerounais ne regardera plus Franck Biya venir avec un cortège d'1 milliard de francs et comme ça applaudir ou se partager comme ça de manière risible sur les réseaux sociaux. Chaque Camerounais devra savoir ce que nous faisons de l'argent public. Chaque Camerounais devra savoir ce qui a été fait de l'argent de nos forêts.